On se rend compte que dans tous les pays très vaccinés, il y a un effondrement de la natalité. Donc, où sont les bébés? Il y a plus de fausses couches, il y a plus de morts fœtales in utero, c'est-à-dire des bébés qui décèdent tardivement dans la grossesse. On voit aussi une augmentation de la mortalité néonatale, donc les tout petits bouts qui viennent de naître, il y a un problème. Ils ont des hémorragies, ils ont des problèmes de coagulation qu'on ne voyait pas avant. Quand j'ai posé la question, qu'avons-nous fait? Que vont donner à long terme, dans 5, 10, 15 ans, ces injections sur les ados, les enfants, les femmes enceintes et les bébés exposés in utero aux injections, eh bien, le président de l'Ordre des médecins m'a bien dit clairement, je n'ai pas de boule de cristal. On ne peut pas injecter 4 milliards d'êtres humains sur cette planète et faire « oups, j'espère que ça va aller ». C'est impossible. Bonjour Laurence Kaiser, vous êtes gynécologue en Belgique. Est-ce que vous avez constaté un nombre significatif d'effets indésirables graves parmi les adolescentes qui sont venues vous consulter dans le cadre de votre activité de gynécologue depuis le début de cette campagne de vaccination contre le Covid? Alors j'aimerais quand même qu'on précise que c'est qu'un effet secondaire grave, parce qu'on peut trouver que décaler les règles de plusieurs mois, voire de plusieurs années, c'est pas grave, mais derrière, comme on parle des jeunes, on parle des ados, donc si vous avez une jeune fille de 13-14 ans qui n'a pas ses règles et qu'on attend jusqu'à 15, 16, 17 ans, est-ce que après, sa fertilité sera préservée? On est beaucoup trop tôt pour le savoir, mais la question est posée et je vois que j'ai effectivement une augmentation de fréquence de ce problème, avec parfois régression des caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire de la pilosité et du développement mammaire. Hein, donc il y a au minimum une question à se poser sur l'impact des vaccins anti-Covid au niveau du développement hormonal des cycles et de toute la chaîne de fertilité, hypothalamus, hypophyse, ovaire, utérus. Il y a quelque chose là qui me fait penser que, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, dans ces injections que j'ai du mal à appeler vaccins, il y a un perturbateur endocrinien. On voit aussi, et ça de plus en plus, des jeunes filles qui avaient des cycles et puis tout s'arrête. Et ça s'arrête pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire maintenant, certaines sont à 18 mois sans règles. Donc, et ça arrive, je vais vous dire, ça arrive pas qu'aux adolescentes, ça arrive aussi aux femmes qui ont 25-30 ans, qui sont en projet bébé et qui, quand elles arrêtent leur pilule, se rendent compte qu'il n'y a rien qui redémarre. Alors ça pouvait arriver de temps en temps avant, mais là c'est extrêmement fréquent. Et il faut quand même se rappeler que l'Agence européenne des médicaments a accepté que les règles hémorragiques soient dans les effets secondaires sur Moderna et Pfizer, sur les notices. Et donc, il y a un impact gynécologique. Se limiter aux règles hémorragiques, c'est un petit peu facile quand on voit qu'il y a tout le reste. Alors, évidemment, on bascule tout de suite sur les femmes sont toutes des hystériques. Mais les femmes, elles étaient ni plus ni moins stressées qu'avant Covid et j'avais pas tout ça. J'avais pas autant. Et est-ce que ces effets indésirables pourraient aussi avoir des conséquences potentielles sur la fertilité future des adolescentes, par exemple, qui ont été vaccinées? Oui, poser la question, c'est y répondre. Hein. Si on n'a plus de règles, on fait comment pour faire un bébé? Voilà, alors qu'est-ce qui bloque? Il n'y a pas que les problèmes, d'ailleurs, directement gynécologiques, il y a pas mal de problèmes thyroïdiens. C'est pour ça que je dis qu'il y a un perturbateur endocrinien qui va agir différemment selon les personnes en fonction de nos fragilités, mais j'ai pas mal de problèmes thyroïdiens qui apparaissent chez des femmes qui n'avaient aucun souci ou qui avaient eu dans leur passé des petits soucis ou dont la maman avait des petits soucis. Et tout à coup, elles ont des problèmes thyroïdiens, ce qui impacte les cycles, ce qui impacte la fertilité. Donc il y a évidemment des questions à se poser et quand on regarde l'autre versant, la natalité, eh bien on se rend compte que dans tous les pays très vaccinés, il y a un effondrement de la natalité. Donc où sont les bébés?
il y a plus de fausses couches, il y a plus de morts fœtales in utero, c'est-à-dire des bébés qui décèdent tardivement dans la grossesse. On voit aussi une augmentation de la mortalité néonatale, donc les tout petits bouts qui viennent de naître, il y a un problème, ils ont des hémorragies, ils ont des problèmes de coagulation qu'on ne voyait pas avant. Là, je me demande si on n'est même pas en train d'inventer une nouvelle maladie. À surveiller, je ne suis pas néonatologue, mais je serais intéressée d'avoir l'avis de néonatologues et de pédiatres honnêtes qui arrivent à regarder les choses en face. Et est-ce que vous avez justement été confronté à des patientes enceintes qui ont souffert d'effets indésirables, qui ont pu porter préjudice à l'enfant qu'elles portaient? Alors, il faut savoir que je teste systématiquement la coagulation de mes femmes enceintes vaccinées, que je constate que 2/3 d'entre elles ont des troubles, donc une hypercoagulabilité, et que je les anticoagule pour permettre à ce bébé de grandir comme il faut, au placenta de fonctionner jusqu'au bout, aux patientes de ne pas faire de décollement placentaire ou de thrombose, et que pour le moment, nous arrivons à des atterrissages sécures, on va dire, après 9 mois. Mais ce sont des grossesses sous haute surveillance. Ce sont des grossesses plus délicates. Donc plus de diabète, plus d'hypertension, plus de prééclampsie, plus de troubles du rythme cardiaque. Quid? Mais bon, comme je suis attentive parce que je me méfie, pour le moment, mes patientes, ça va. Voilà, à voir comment le bébé va se développer après la naissance. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'inconnus. Enfin, même l'Ordre des médecins l'a reconnu quand j'ai été convoquée pour la 2e fois. Le président de l'Ordre des médecins a bien dit, quand j'ai posé la question, qu'avons-nous fait? Que vont donner à long terme, dans 5, 10, 15 ans, ces injections sur les ados, les enfants, les femmes enceintes et les bébés exposés in utero aux injections, eh bien, le président de l'Ordre des médecins m'a bien dit clairement, je n'ai pas de boule de cristal. On ne peut pas injecter 4 milliards d'êtres humains sur cette planète et faire « oups, j'espère que ça va aller ». C'est impossible. Et d'autant que les pouvoirs publics et les agences de santé recommandaient et continuent, notamment l'OMS continue de recommander la vaccination pour les femmes enceintes. Oui, alors souvenons-nous tout simplement par qui est financée l'OMS. L'OMS est financée par la fondation Bill et Melinda Gates et la Gavi qui lui-même, je sais pas, est dépendant de Bill et Melinda Gates. Donc ce sont des gens qui ont en même temps un très grand intérêt pour la vaccination et la santé de par le monde et des actions chez Pfizer, Moderna et je ne sais quoi. Donc enfin, on est jugé parti, l'OMS est-il vraiment indépendant? Je pense qu'on peut répondre maintenant, aujourd'hui, que non. Et donc, il raconte exactement ce qu'il faut pour que les actionnaires des firmes pharmaceutiques soient contents. Et qu'est-ce que vous pensez des professionnels de santé, finalement, qui ont encouragé la vaccination des femmes enceintes ou des enfants pendant le Covid, notamment par rapport au serment d'Hippocrate? Est-ce qu'ils ont respecté ce serment? Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé en France, mais en Belgique, ça fait une quinzaine d'années qu'on nous pousse à vacciner nos patientes contre la coqueluche, nos patientes enceintes. Et c'est un vaccin qui est connu, c'est rassurant. C'est vrai que moi personnellement, au début j'étais réticente, mais j'ai embrayé aussi parce que je n'y ai pas vu malice. Et je crois qu'on nous a bien conditionnés. Et qu'on s'est dit, ben voilà, la grippe, la coqueluche, Covid, demain bronchiolite peut-être, ça finit par être banal. Il faut aussi se souvenir que les médecins ont en tout et pour tout dans leur cursus 4 heures sur la vaccination, qui comprend essentiellement un historique sur Pasteur qui est absolument formidable, n'est-ce pas? Et voilà, et le vaccin c'est bien, blablabla, et on ne nous parle jamais des effets secondaires, on ne nous raconte pas qu'il y a des vaccins qui ont été arrêtés parce qu'il y avait des morts, parce qu'il y avait des problèmes de fertilité, parce qu'il y avait de la narcolepsie. Et en plus ça se passe en Afrique, en Inde, ce sont des pays pauvres, les gens ne peuvent pas se défendre, ils n'ont pas d'argent, c'est anecdotique entre guillemets. Et donc les médecins sont profondément ignorants. Je pense que les médecins sont profondément ignorants de toute une partie de la santé. Je ne parle pas de la médecine mais de la santé, et qu'on est extrêmement formaté pendant nos études à utiliser la chimie à tout bout de champ, et donc on a ce biais de réflexion dès qu'on nous sort n'importe quel vaccin, du moment que c'est étiqueté vaccin et qu'on nous sort 2-3 études
même un peu bidonné, c'est pas grave, avec un grand professeur qui a signé, et c'est bon. Et les médecins ne se posent plus de questions. Évidemment, dans ce cas-ci, c'était un vaccin expérimental et on le savait, ils ne nous l'ont pas caché. Donc il y a un grave problème par rapport à l'éthique, mais on a réussi à convaincre les gynécologues que Covid était une maladie extrêmement mortelle sur les femmes enceintes en particulier. Et comment on a fait ça ? Eh bien, tout simplement en ne soignant pas les gens. Si vous ne soignez pas les gens en amont de l'hôpital, vous avez des gens quand ils arrivent à l'hôpital qui sont extrêmement malades, y compris les femmes enceintes. Et c'est vrai qu'il y a eu des décès. Il y a des bébés qui sont morts in utero. Il y a des femmes enceintes qui ne se sont pas sorties de Covid, pas à cause de Covid, mais à cause de toutes les complications, les surinfections, les problèmes cardiovasculaires, de coagulation, etc., qui se sont greffés là-dessus parce qu'il n'y avait pas de prise en charge. Alors que si on avait continué à soigner les gens, on n'aurait rien remarqué. On a une campagne de vaccination aussi qui sera lancée dans les collèges français en septembre 2023 dans le cadre de la prévention contre le papillomavirus. Une vaccination qui sera recommandée mais pas obligatoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un véritable bénéfice à vacciner les adolescents contre le papillomavirus? Encore une fois, j'ai beaucoup vacciné contre le papillomavirus. Mes enfants sont vaccinés contre le papillomavirus et ça prouve bien qu'on est formaté et qu'on n'a pas de méfiance, on a une certaine naïveté en tant que médecin. Mais quand j'ai commencé à me poser des questions sur qui me dit que les vaccins sont sûrs et efficaces, là je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'aille voir un peu au-delà des injections anti-Covid et j'ai beaucoup potassé sur le papillomavirus. Alors déjà il faut regarder l'exemple de nos voisins de l'hémisphère sud. En Australie, ils ont commencé il y a un bon moment à vacciner les deux filles et garçons et on voit qu'il y a une recrudescence de cancer. Donc non seulement ça n'a pas freiner la propagation du papillomavirus, mais ça semble avoir fragilisé les jeunes par rapport à cette pathologie. Alors, par ailleurs, on se rend compte que, aussi joli qu'il soit présenté le protocole d'étude du Gardasil en particulier, parce qu'il n'y a plus que celui-là, je pense, sur le marché. Enfin, le Gardasil 9 est le plus gros, la plus grosse part de marché. Il faut bien voir qu'ils n'ont jamais testé contre placebo. Ils ont testé contre une injection à l'aluminium. Or, l'aluminium a énormément d'effets secondaires. Donc, si vous avez un produit qui donne des effets secondaires dans les deux groupes, le groupe témoin et le groupe testé, ben, vous ne pouvez rien dire. Vous pouvez juste constater que les groupes sont équivalents. Il faut voir aussi les notices en anglais et en français, donc dans les pays anglo-saxons et dans les pays francophones, les notices ne concordent pas, les effets secondaires ne sont pas les mêmes. Enfin, tout ça démontre au minimum un manque de sérieux évident, voire peut-être une petite escroquerie et énormément de bénéfices à la clé. C'est dangereux, encore une fois, d'injecter des produits qui touchent au système immunitaire des gens. Il ne faut pas, quand on a en plus une technique extrêmement fiable pour détecter les problèmes, c'est le frottis, tout simplement. Un frottis de colle à partir de 25 ans, où est le... Bon, c'est pas super gai, mais ça n'est pas extrêmement invasif, ça n'est pas douloureux, donc c'est très efficace. Pourquoi prendre des risques sur la santé des jeunes? Ça n'a pas de sens. Et on a aussi les laboratoires Sanofi et AstraZeneca qui ont développé un vaccin contre le virus respiratoire syncytial, responsable de la bronchiolite. Pfizer aussi devrait proposer un vaccin d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que vous en pensez là aussi? Est-ce qu'il y a un véritable bénéfice à vacciner les tout petits contre la bronchiolite? Il faut savoir que le virus respiratoire syncytial est un virus extrêmement instable, qui mute beaucoup, et donc on se retrouve dans la même situation qu'avec Covid, avec un virus qui va échapper à la vaccination, et ça veut dire qu'il va s'adapter, il va contourner les défenses acquises par la vaccination, et on va se retrouver avec des virus potentiellement plus dangereux, ou en tout cas moins bien connus, et moins bien connus de nos systèmes immunitaires de plus grands aussi, donc ce que ça va donner, je ne sais pas. Et puis il y a une des firmes qui souhaite injecter ça pendant la grossesse, encore. Je me dis, quel cocktail détonnant. Et encore une fois, on se dit, mais ces enfants, chez vous, c'est 11 vaccins obligatoires. Chez nous, il n'y en a qu'un, mais comme il n'existe pas tout seul, on se retrouve avec un hexavalent, 6. Donc, à 2 mois, plus la bronchiolite. Mais à quoi on joue, en fait?
À quoi on joue? On ne voit pas qu'il y a de plus en plus de maladies auto-immunes, on ne voit pas qu'il y a de plus en plus de cancers, et même chez des jeunes. On pourrait se demander si on n'est pas en train de surstimuler et d'abîmer le système immunitaire. Je pense qu'il faut repartir des bases. Qu'est-ce que c'est que d'être en bonne santé? Qu'est-ce que c'est que d'avoir un bon système immunitaire? C'est pas d'avoir 15 vaccins, c'est d'avoir eu une vie intra-utérine avec tout ce qu'il faut, dans un climat le plus possible serein, d'avoir été, si possible, allaité, d'avoir reçu des vitamines, d'avoir une alimentation équilibrée, de rencontrer des microbes. Il faut que les enfants, enfin, ça a toujours été le cas, on les laissait manger de la terre et se promener partout et sucer leurs jouets. On ne va pas vivre dans un monde où on est tout à coup à devoir vivre dans une bulle. C'est extrêmement dangereux pour le système immunitaire. On est en train de faire juste l'inverse de ce qu'il faut. Et encore une fois, des vaccins expérimentaux sans recul sur des bébés, c'est de la folie. Et que dit pour vous le sort qui a été réservé aux enfants et aux adolescents pendant la crise sanitaire de l'état de notre société? Finalement, qu'est-ce qu'une société qui renonce au bien-être de ses membres les plus jeunes peut espérer pour l'avenir? Bah oui, c'est une bonne question. On a inversé toutes nos valeurs, on a sacrifié la jeunesse pour préserver les plus... Enfin, on nous a dit qu'on allait préserver les plus fragiles et nos aînés. Mais quand nos aînés sont tombés malades, on les a laissés crever. Hein. Donc il faut quand même peut-être se resituer. Donc on ne peut pas attendre d'un enfant qui a été conditionné au fait que l'autre est un danger et que lui-même est un danger pour ses parents, ses grands-parents. On ne peut pas attendre que cet enfant soit émotionnellement stable, serein. Et je pense que ça se voit déjà. Il y a des suicides chez les ados, des jeunes, hein, parfois même des gamins qui ne sont pas encore entrés dans l'adolescence et des décrochages scolaires et une perte de sens. Alors je ne suis pas psychologue ni psychiatre ni devin, mais je pense qu'on va avoir du travail pour récupérer notre jeunesse. Et maintenant arrive en plus le fait qu'on leur colle sous le nez des images pornographiques à 8 ans, je crois. Non mais on n'a rien compris. Il est urgent que les adultes protègent les enfants, mais très urgent. On a aussi ces questions effectivement de l'éducation à la sexualité et puis les questions aussi liées à la théorie du genre qui commencent parfois à trouver leur place à l'école. Le nombre de personnes qui consultent pour un trouble de genre a vraiment augmenté aussi ces dernières années, notamment chez les adolescents. Qu'est-ce que ça vous inspire et quelles sont aussi éventuellement les conséquences des traitements hormonaux administrés aux adolescents qui s'engagent dans une transition de genre? Est-ce que ces conséquences sont réversibles? Je pense qu'il y a effectivement une volonté mondiale, puisque c'est orchestré par l'OMS, une volonté mondiale de mettre la sexualité dans les écoles à partir de chez nous la maternelle, on va dire 5 ans, et que on est à côté de ça face à des enfants qui ont été extrêmement malmenés ces 3 dernières années. Ça ne m'étonne pas qu'ils se posent des questions sur leur place au monde, et si à ce moment-là vous arrivez en leur disant si tu te poses des questions, c'est parce que tu n'es peut-être pas dans le bon corps, qu'il y a peut-être un problème de genre, eh bien vous allez orienter la réflexion de l'enfant qui est malléable, hein, 5, 6, 8 ans, ils sont malléables, et vous allez orienter la réflexion vers une piste qui n'est probablement pas la bonne, parce que quand même la dysphorie de genre, c'est 0,05% au grand maximum de la population. Et pour terminer, je suis extrêmement préoccupée effectivement de la banalisation de l'impact des traitements qu'on propose à ces jeunes pour changer de sexe. Donc bloqueur de puberté, un bloqueur de puberté, c'est pour empêcher la puberté, qui est une étape physiologique importante et normale que nous devons tous vivre. Donc vous empêchez cette maturation hormonale, affective, émotionnelle de se produire. Ça va donner quoi? Personne ne le sait. Donc encore une fois, on fait les choses d'abord et on réfléchit après. Et les conséquences, on va les voir pas tout de suite, hein. On va les voir dans 5, 10, 15 ans, 20 ans. Et donc reprenons notre bon sens, hein. La puberté, c'est une période de la vie. Si vous bloquez la puberté,
on ne peut pas décider de la faire plus tard. Vous ne pouvez pas bloquer votre puberté à 14 ans et dire je vais la faire à 25. Ça n'existe pas. C'est juste un fantasme. Et donc, vous allez interférer avec un processus physiologique, vous allez l'empêcher de survenir et en plus, vous allez donner les hormones du sexe opposé. Mais ces traitements ont énormément d'effets secondaires. Donc les bloqueurs de puberté, il y a quand même, outre l'aspect émotionnel, il y a quand même des problèmes sur le développement staturopondéral, donc inversion de la masse grasse et de la masse maigre, donc prise de poids, bouffée de chaleur comme dans la ménopause, problème de calcification des os, donc une ostéoporose qui paraît-il est réversible, mais quand moi je traite pour l'endométriose, on me dit maximum 6 mois avec ce type de molécule, sinon on a une endométriose irréversible, d'où tout à coup sortons que c'est réversible à 14 ans. Je ne sais pas. Je pense que, et on pourrait se poser la question de qui a donné cette réponse. Et puis alors vous avez les hormones de l'autre sexe, mais ça va avoir un impact sur votre foie, sur votre cholestérol, sur votre système cardiovasculaire. Est-ce qu'on dit à ces jeunes qui vont mourir peut-être à 35-40 ans d'une crise cardiaque ou d'un cancer? Je ne l'ai jamais entendu. Mais il est temps de leur dire. C'est quoi leur choix de vie? On leur propose une vie de stérilité, sans plaisir sexuel, parce que si vous allez jusqu'au bout de la démarche et que vous vous faites opérer, ce n'est pas un néo-vagin ou un nouveau pénis qui va vous donner du plaisir. Ce n'est pas vrai, c'est extrêmement difficile de... Enfin, la nature, elle fait ça bien, mais l'homme, il est loin d'être au point pour ça. Donc, on va avoir une vie de stérilité, d'absence de plaisir, de dépendance totale à la chimie à vie pour mourir à 40 ans. C'est ça qu'on leur propose dans un monde de merde où on leur aura dit « t'es responsable de tout ce qui arrive aux aînés ». C'est pas possible, on peut pas. Et nous avons, en tant qu'adultes, une responsabilité collective face aux enfants et face aux générations futures. Qu'est-ce qu'on va leur donner comme planète et comme société? Mais c'est un cadeau empoisonné, il faut se réveiller là. On voit qu'aux États-Unis, par exemple, il y a effectivement des jeunes qui avaient entamé des processus de réassignation sexuelle qui regrettent une fois à l'âge adulte et qui se retournent finalement contre leurs parents ou éventuellement les médecins qui les ont conseillés à ce moment-là. Oui, alors il faut savoir qu'en Belgique, ils viennent de voter une loi qui dit qu'on peut changer plusieurs fois de sexe. Donc, encore une fois, c'est banal, hein, 10 ans femme, 10 ans homme, 10 ans femme, 10 ans homme, enfin bon. Et il y a aussi une atteinte, une attaque, je dirais même, de l'autorité parentale. Nous avons, il y a 1 mois, une maman qui a été condamnée à 4 mois de prison pour avoir giflé son fils de 12 ans. C'est arrivé il y a 3 ans, donc maintenant le gamin il a 15 ans, et ça veut dire qu'il a le pouvoir d'envoyer sa mère en prison si elle le touche. Quelles que soient les circonstances, je ne suis pas pour les châtiments corporels, loin de là, mais ça nous est à tous arrivé de péter un câble parce que l'enfant avait dépassé les limites et de lui ficher une petite fessée ou une petite gifle. Et s'il y a un vrai problème, ça doit se gérer avec psychologue, etc., mais pas la prison. C'est maltraitant pour tout le monde. La mère est maltraitée, mais l'enfant, on lui donne soit une culpabilité monstrueuse, soit une toute-puissance. Et quoi, demain, il va poignarder quelqu'un, ce gamin-là. Il n'y a plus de limite. Donc, on voit qu'il y a une véritable inversion de responsabilité. L'enfant qui était déjà un peu trop roi, maintenant devient tout puissant, mais il est tout perdu parce qu'un enfant a besoin d'un cadre et de limites. Et donc vous avez ce système qui favorise, aux États-Unis en plus les lois ne sont pas faites comme en Europe, donc vous avez ce système qui favorise la destruction des familles. L'enfant qui n'a pas été accompagné correctement dans sa maturation à entrer dans la société, dans le monde actif, qui a choisi une solution qui est finalement une solution de facilité de changer de genre, en se disant c'est ça qui ne va pas, qui se rend compte que c'est une erreur et qui se retourne contre les seules personnes qui sont finalement encore à sa disposition, ses parents. Enfin, voilà. Est-ce que c'est vraiment sain tout ça? Je pense que non, vraiment pas. Et comment, selon vous, retrouver du sens justement et voilà, garantir l'émergence d'une société plus désirable et un développement aussi plus harmonieux pour les enfants?
Il faut revenir aux fondamentaux, hein. Donc les parents doivent protéger les enfants doivent faire des bêtises mais être cadrés, rassurés. Il faut montrer un comportement exemplaire dans le sens, donc nous adultes, dans le sens où on montre un chemin et chacun le sien évidemment, mais un chemin quand même avec des valeurs, un chemin vertueux, quoi. On ne viole pas, on ne tue pas, on a une filiation. Donc là, j'en reviens à Ariane Biran, que j'écoute beaucoup, et qui dit il y a les 4 piliers de la maison, hein. Interdit de l'inceste, interdit du meurtre. Nous sommes dans une filiation, nous avons des parents et nous aurons des descendants. Et il y a une différenciation homme-femme à bien mûrir. Nous ne sommes pas interchangeables. On voit bien que le féminisme a été utilisé à mauvais escient dans ce cas-ci, parce que finalement on a castré les hommes et on a donné beaucoup trop de choses aux femmes en leur disant vous êtes tout pareil que les hommes. Mais non, je pense que nous sommes complémentaires. Il faut se souvenir, nous sommes complémentaires. Les hommes ont un rôle, et qui est là un rôle, je pense, de protection de la famille. On a vraiment besoin d'un peu de testostérone dans cette histoire, parce que les mecs, ça manque. Mais le protecteur de la famille et la femme, elle, qui peut aller travailler, bien sûr, hein, c'est pas le problème, mais qui doit pouvoir aussi un peu déléguer et lâcher prise sur certaines choses et être plus dans l'éducation, le cocooning de ses enfants quand même. Je crois que vraiment il faut repartir des bases. Qu'est-ce que c'est que la famille? Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? On n'est pas venu juste ici pour consommer, se reproduire et puis mourir. Quand on va nous enterrer, on va pas dire oh il avait une belle voiture, c'est formidable la villa qu'il avait. On va dire mais c'était quelqu'un de chouette, on pouvait compter sur lui, il avait toujours le mot pour rire, il m'a beaucoup aidé. Enfin voilà. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on raconte sur votre lit de mort? Voilà. Je pense qu'il faut vivre sa vie vraiment, pas en pensant tout le temps à sa mort, mais en pensant à la remplir de belles choses et à montrer ça à nos enfants. Merci beaucoup, Laurence Kayser.